Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci donc au cabinet Prudentia qui travaille avec nous depuis quelques années. Voilà, bien sûr, ça ne marche pas, si c'est bon. Aujourd'hui, donc, comme l'a dit Monsieur Leclerc, on va aborder le marché obligataire. Donc vous venez de déjeuner. En général, c'est une thématique qui est déjà un peu lourde. Donc on va y aller tranquillement, poser des questions. Si je vais un peu trop vite, si vous ne comprenez pas, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. On est sur un petit nombre, donc c'est impeccable. En première partie, donc, je vous décrirai un petit peu le marché obligataire, une description assez rapide. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. On parlera quand même du rôle des banques centrales ces dernières années, puisqu'elles ont eu un rôle très important sur le marché obligataire. Et puis ensuite, on parlera d'un fonds, peut-être deux si on a du temps, mais Keren Corporate, qui est un fonds 100% obligataire qui est géré chez Keren depuis maintenant 10 ans. Donc voilà le programme pendant cette heure. Je pense que je laisserai un petit temps à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Voilà. Je vais commencer par donc une petite présentation de ma maison. Je vais me présenter, Hubert Mercier déjà. Donc, je suis chargé des relations commerciales chez Keren Finance. Je voyage dans toute la France. Je vais à Bourges notamment. Mais ma zone, elle est assez grande. Je sais qu'il y a des gens qui viennent des Bouches-du-Rhône, donc bravo pour le déplacement. Moi, c'est 3 jours sur 5 que je suis en déplacement. Donc, je comprends votre douleur ce matin quand vous êtes réveillé très tôt pour prendre le train. Ma zone, c'est en gros, vous tirez un trait de Nantes jusqu'à Grenoble. Tout ce qui est au-dessus, c'est moi. On est 2 commerciaux sur la France chez Keren. On est une société de gestion à taille humaine. 15 personnes aujourd'hui. Le projet, c'est de recruter 2 personnes à la gestion d'ici la fin de l'année. On gère aujourd'hui plus d'1,7 milliard d'euros sous gestion. Il faut savoir qu'en 2011, quand on a renouvelé l'équipe commerciale, on gérait 150 millions. On a eu une croissance assez forte depuis quelques années. Chez Keren, on est une maison 100% indépendante. Alors 100% indépendante, ça ne vous parle peut-être pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas affilié à un groupe bancaire. Je ne sais pas si vous savez qui est la première banque, la première société de gestion indépendante en France. Vous avez peut-être une idée? Non, ce n'est pas l'Échiquier. Ce n'est pas Carmignac. C'est Odo. Odo, c'est 100 milliards d'encours aujourd'hui. La deuxième, c'est Carmignac, bien vu, avec 44 milliards, c'est un petit peu baissé. Et comme geste, aujourd'hui avec 30 milliards. Nous, avec 1,7 milliard, on arrive dans le top 10. On a 2 métiers chez Keren. On fait d'un côté la gestion privée, de l'autre la gestion de fonds. Alors la gestion privée, c'est 2 gérants privés qui gèrent à temps plein des comptes titres, des PEA, qui font la délégation de gestion en assurance vie française, mais surtout luxembourgeoise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de fonds internes dédiés, de fonds internes collectifs, des FID, des FIC. C'est des supports financiers qui sont très à la mode. Depuis 2 ans, 3 ans, nous, ça fait 10 ans qu'on en fait. Et ça représente une grosse partie de notre gestion privée, 80% de la gestion privée. La gestion privée chez nous, c'est 400 millions sur les 1,7 milliard. La gestion de fonds chez Keren, on gère 10 fonds au total, mais il y a 4 fonds qui sont ouverts à la commercialisation. Je vous en parlerai juste après. 6 fonds dédiés pour des partenaires et donc 4 fonds ouverts à la commercialisation. En fait, quand vous pensez à Keren Finance, notre expertise, nous, c'est sur la zone euro. Les actions petite et moyenne capitalisation, le crédit privé, les entreprises privées, les obligations privées européennes et la thématique de l'immobilier européen. Les actions nord-américaines, les émergents, ce n'est pas du tout pour nous. Société à taille humaine, on se focalise sur notre savoir-faire, terminé. La zone euro, l'indépendance, donc voilà, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et puis, il y a quelque chose auquel on tient vraiment, c'est notre fonds mécénat. Depuis qu'on a franchi le milliard d'euros sous gestion il y a 3 ans, on a créé notre fonds mécénat. En fait, on a un fonds de dotation qui est logé à la Banque Transatlantique. Chaque année, on reverse un pourcentage de notre chiffre d'affaires à des associations. Donc en fait, les gens qui travaillent avec nous, via les frais de gestion qu'ils nous reversent, on leur reverse une petite partie. Donc, ils reversent une petite partie aux associations. On a déjà participé à 4 projets. Depuis le début de l'année, un projet avec une association belge, c'est pour acheter du matériel de néonat. Pourquoi belge? Parce que chez Keren, on a 35% de nos encours qui sont en Belgique et au Luxembourg. On s'ouvre à l'international depuis maintenant 6 ans. Les projets dans les 3 prochaines années, c'est d'accélérer notre développement en Suisse. On y est vraiment très légèrement. Et surtout de rentrer dans le marché espagnol
et italien. Les deux projets l'année dernière, il y avait un projet avec l'hôpital Necker, pas loin d'ici, pour remplacer toutes les pompes à injection de morphine. Et puis également, avec le deuxième projet, c'était avec l'association Imagine. Imagine, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez un enfant qui est gravement malade. L'analyse ADN, ça coûte 5 000 € par analyse. Donc, il y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre. On accompagne ces familles-là et également on participe à la recherche. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, il fallait 3 semaines pour avoir un diagnostic. Aujourd'hui, c'était 3 mois, pardon. Aujourd'hui, c'est 3 semaines. Et l'objectif, c'est que dans 2 ans, on soit au niveau de 2-3 jours pour avoir un diagnostic. La gamme de fonds chez Keren, celle dont je vous ai parlé, les 4 fonds qui sont ouverts à la commercialisation. Donc c'est une gamme simple, courte et lisible, mais en même temps très complète, puisque comme je vous l'ai dit, un fonds action, 2 fonds mixtes et un fonds obligataire. Alors vous ne voyez peut-être pas au fond, Keren Essentiel, c'est notre fonds de petite capitalisation, donc on investit sur les valeurs françaises, les sociétés qui ont une taille de capitalisation qui est inférieure à 500 millions en moyenne dans le portefeuille. Ensuite, vous avez un fonds qui s'appelle Keren Patrimoine, qui est le fonds le plus connu chez nous, qui représente plus de 700 millions d'encours. Keren Fleximo, qui est un fonds à thématique immobilière plutôt. Et Keren Corporate, le fonds qu'on abordera aujourd'hui, qui est un fonds 100% obligataire. Keren Finance s'est quand même pas mal développé ces dernières années. Alors même si l'année 2018, c'est un petit bémol sur notre croissance depuis 10 ans, vu ce qu'ont fait les marchés financiers l'année dernière. Mais pourquoi les gens nous ont fait confiance depuis plus de 10 ans? Pourquoi nos encours ont fortement augmenté? Tout simplement, la régularité des performances a fait le boulot. Quand vous regardez un fonds comme Keren Essentiel, ça faisait, hors 2018, où on fait quand même moins 29 sur le marché action, on faisait régulièrement entre 20 et 25% sur Keren Essentiel. Sur notre fonds Keren Patrimoine, ça faisait 6 années de suite, avant 2018, on faisait 6% minimum. Keren Fleximo, également de très belles performances. Et Keren Corporate, historiquement, c'est le meilleur fonds de la gamme en termes de ratio de Sharpe. Alors, qu'est-ce que c'est que le ratio de Sharpe? Déjà, un mot compliqué. Le ratio de Sharpe, en fait, pour vulgariser, c'est vous faites le ratio performance sur la volatilité et le risque. Et donc, c'est celui qui a le ratio de Sharpe le plus élevé. L'année dernière, le fonds, il fait une perf de moins 4,17. Aujourd'hui, à ce matin, on était déjà à 4,8 sur le fonds. Les gens qui sont rentrés le 1er janvier 2018, même avec la baisse des marchés l'année dernière, ils sont positifs aujourd'hui. C'est un peu le thème qu'on va développer aujourd'hui, la patience dans l'obligataire. Les prix et trophées, évidemment, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais ce qui est important, c'est que toute la gamme est primée chez nous, toute notre gamme de fonds, donc par multiples journaux, gestion de fortune, le revenu, etc. Vous voyez le prix qui est tout en haut à gauche, le petit badge rouge, c'est le prix gestion de fortune. Celui-ci, c'est pour récompenser la société. On a eu le 3e prix des sociétés de gestion préférées des conseillers en gestion de patrimoine, dont l'encours était entre 1 et 5 milliards. En fait, notre clientèle chez Keren, c'est une clientèle retail, une clientèle de détail. Le principal client, c'est les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers. Ça représente 75% de notre clientèle. Les gros institutionnels, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. En fait, depuis qu'on a franchi le milliard il y a 2 ans, 3 ans, on a des family office, des sociétés de gestion, des banques privées qui peuvent nous rentrer aujourd'hui dans leurs allocations, dans leur portefeuille, parce qu'on n'est pas trop petit et du coup, vis-à-vis de leur ratio d'emprise, de leurs investissements, ça devient intéressant aujourd'hui. Voilà pour ma société. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on va aborder tout de suite le thème de l'obligataire. Alors l'obligataire, en introduction, je l'ai mis, mais je voulais déjà faire sentir tout à l'heure, c'est clair, c'est un thème qui n'est pas sexy comme ça sur le papier. Les personnes qui sont non initiées, quand on parle d'obligations hybrides, quand on parle de sous-jacent, quand on parle de subordonnés, de taux de rendement actuariel, on n'a pas trop envie de rentrer dedans. À côté de ça, quand vous êtes en période de marché haussier, quand vous comparez la performance des fonds obligataires par rapport au marché action, vous avez vraiment un rythme très pépère, entre guillemets, sur les fonds obligataires. Donc ça rend vraiment pas très sexy cette classe d'actifs. Seulement, elle est très importante, elle est même incontournable aujourd'hui, on le verra juste après. Le marché obligataire, c'est un marché qui est devenu très important depuis quelques années. C'est
la première source de financement pour les entreprises depuis la crise de 2008. L'emprunt privé, c'est la première source de financement. C'est très important. Le marché obligataire au niveau mondial, ça représente 280 000 milliards de dollars. Le marché action, pour comparaison, c'est 80 000 milliards. C'est 3 fois plus le marché obligataire. C'est 3 fois plus parce que c'est un marché qui est incontournable. C'est un marché qui est incontournable parce qu'aujourd'hui, un État ou une collectivité locale, quand ils veulent créer une infrastructure, quand ils veulent créer des logements sociaux, ils ne peuvent pas faire appel uniquement aux banques. Ils sont obligés de faire appel au marché. De même, les entreprises, pour racheter l'entreprise du voisin, pour augmenter leurs investissements, ils ne peuvent pas faire appel uniquement au crédit des banques. Ils font donc appel au marché obligataire pour investir. Et c'est pour ça que ce marché est devenu si incontournable aujourd'hui. On va déjà commencer par la base. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Pour que tout le monde reparte sur les mêmes bases. Une obligation, c'est un titre de créance donc, qui est émis par un émetteur, un emprunteur. Donc ça peut être un État, ça peut être une entreprise. C'est le seul actif financier qui est contractuel. Il est émis à un prix donné pour une durée de vie donnée. La durée de vie, c'est la durée de l'emprunt. On va parler d'échéance. Et ce qui est important avec l'obligation, c'est qu'en cas de défaut, en cas de faillite d'une société, le porteur d'une obligation, il sera toujours remboursé, enfin en tout cas une petite partie, avant l'actionnaire. Vous passez devant l'actionnaire, vous avez une subordination. C'est très important. 3 thèmes sur lesquels je vais m'arrêter. 3 termes. Un lexique qui est incontournable quand on parle d'obligataire. L'émetteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'emprunteur, mais je le répète, c'est important. Donc, soit l'État, il va émettre des obligations souveraines ou des obligations gouvernementales, c'est selon. Alors, les plus connus, vous avez pour l'État allemand, le 10 ans allemand, on appelle ça le Bund. Le 10 ans français, c'est l'OAT. Et le 10 ans américain, c'est les Treasuries. Le coupon, avant de parler du coupon, l'autre type d'émetteur, c'est les entreprises. Les obligations d'entreprise, on va appeler ça les obligations privées ou du corporate. Il y a beaucoup d'anglicismes, m'en voulez pas, parfois ça m'échappe un petit peu. Le coupon, qu'est-ce que c'est le coupon? Le coupon, c'est la prime de risque qui va rémunérer le porteur de l'obligation pour prêter son argent au créancier, à l'emprunteur. Donc le coupon, il sera versé annuellement ou de façon semestrielle. Les termes seront définis au moment de l'émission de l'obligation sur le marché obligataire. Et un terme un peu barbare, le dernier, c'est le taux de rendement actuariel. Le taux de rendement actuariel, c'est le taux qui va égaliser la valeur actuelle d'une obligation avec la somme des flux futurs perçus. Donc, c'est-à-dire c'est la somme des coupons perçus à l'avenir plus la valeur de remboursement à l'échéance. Je vous laisse digérer. C'est bon? Pardon? On va y venir juste après. Pour gagner de l'argent avec les obligations, il y a 2 manières. Soit vous allez conserver l'obligation jusqu'à son échéance. On va appeler ça une gestion de portage, c'est-à-dire que vous allez la porter jusqu'à maturité. Dans ces cas-là, comment est-ce que vous allez gagner? Vous allez toucher tous les coupons qui seront versés annuellement. Vous n'êtes pas obligé de la conserver jusqu'à l'échéance. Dans ces cas-là, on dira que vous aurez une gestion active, vous la vendrez avant le terme. Et vous pourrez réaliser une plus-value si le prix de vente est supérieur au prix auquel vous l'avez acheté, voire une moins-value si vous sentez que ça sent le roussi, il vaut mieux vendre et perdre un peu d'argent plutôt que d'aller au terme. L'exemple, le voici. Pour du portage, l'exemple d'une obligation, le prix d'émission 100 000 €, vous avez un taux d'intérêt, donc le coupon de 5%, et la durée d'investissement, 4 ans. L'échéance est à 4 ans. Qu'est-ce que vous allez gagner? Les 3 premières années, le porteur de l'obligation, il va toucher les coupons chaque année. Donc en gros, il touchera 5% de 100 000 chaque année, soit 5 000 € par an durant les 3 premières années. La 4e année, dernière année
de l'obligation, il touchera le dernier coupon, donc 5 000 €, et il se fera rembourser son obligation à la valeur du prix d'émission. 100 000. Donc au total, il aura gagné 105 000 plus 15 000. Il aura gagné 20% sur 4 années. Donc voilà comment ça marche à peu près, les obligations. Les obligations, elles ont donc deux prix, vous l'avez compris. Il y a un prix d'émission et il y aura un prix d'échange, pour simplifier. Le marché, il y a également deux marchés obligataires. Premièrement, le marché primaire, c'est le marché où se retrouvent toutes les obligations nouvellement émises. C'est un marché, vous ne pouvez pas y avoir accès, il y aura uniquement des investisseurs professionnels. C'est un marché destiné uniquement aux professionnels. Donc sur ce lieu d'émission, le prix de l'obligation sera le prix d'émission, il ne sera pas impacté par le jeu de l'offre et de la demande. En revanche, le taux de coupon sera défini par la demande et également par le taux d'intérêt sans risque. Qu'est-ce qu'on appelle le taux d'intérêt sans risque? Aujourd'hui pour la France, c'est l'OAT. Le 10 ans français, c'est le taux sans risque, c'est le taux qui, a priori, la France ne devrait pas faire faillite, donc c'est le taux de référence. On prend plus généralement pour, quand on parle de la zone euro, le Bund, le 10 ans allemand, puisque l'Allemagne est mieux notée du point de vue crédit que la France, elle est AAA. On parlera des agences de notation ensuite. Donc le marché primaire pour les obligations nouvellement émises. Une fois votre obligation est sur le marché, elle peut être échangée sur le marché secondaire. Le marché secondaire, donc, vous allez retrouver des obligations dont le prix va varier en fonction de l'offre et de la demande. C'est un marché de gré à gré, c'est-à-dire que vous allez avoir une relation bilatérale où les règles vont être fixées en fonction des acteurs. Ce qui est important, c'est que sur ce marché secondaire, contrairement au marché action, vous n'avez pas de chambre de compensation, vous n'avez pas de régulateur. Ça se traduit comment? Par des frais sur l'obligataire qui sont inférieurs aux frais sur le marché action. Les fonds obligataires sont toujours inférieurs à ceux des fonds actions. Le taux de coupon, lui, restera fixe sur le marché secondaire, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le prix qui va évoluer en fonction de l'offre et de la demande. Sur les obligations, il existe plusieurs risques, le risque de liquidité, mais il y a deux risques principaux, enfin le risque de liquidité, d'arbitrage. Les deux risques principaux sont le risque de taux et le risque de crédit. La valeur de votre obligation, quand les taux augmentent, la valeur de l'obligation va diminuer. Alors ce n'est pas très naturel, je vais vous expliquer pourquoi. Quand les taux augmentent, vous allez avoir des obligations qui vont être nouvellement émises avec un taux d'intérêt, donc une prime de risque, qui va être plus intéressante, puisque les taux ont augmenté. Du coup, les investisseurs, ils vont revendre les obligations qu'ils avaient pour acheter les mêmes, mais avec un taux d'intérêt supérieur. C'est pour ça qu'avec le jeu de l'offre et la demande, votre prix sur les anciennes obligations va diminuer. Et du coup, si les taux augmentent, votre prix diminue. De même, si les prix diminuent, si les taux diminuent, pardon, je m'étais trompé, si les taux diminuent, votre prix va augmenter. Pour éviter ce risque de défaut, on peut faire du portage, aller jusqu'à l'échéance. Si vous portez jusqu'à l'échéance, vous serez remboursé au prix d'émission. Donc en fait, que les taux augmentent ou que les taux baissent, la somme qui vous était promise au début, vous la récupérez à la fin. Donc il n'y aura aucun impact. Pour évaluer ce risque de taux, on fait appel à deux indicateurs qui sont des références pour les investisseurs sur le marché obligataire, la sensibilité et la duration. Je crois que c'est les deux derniers termes un peu barbares. Après, ça sera un peu plus sympa, j'espère. La sensibilité, alors c'est l'élasticité prix par rapport à une variation du taux d'intérêt. Retenez pas cette définition. Ce qui est important, c'est si j'ai une sensibilité de plus 5 sur une obligation, ça veut dire que si mes taux augmentent de 1%, la valeur de mon obligation diminuera de 5%. Et ça marche dans le sens inverse. Si, deuxième indicateur, pardon, excusez-moi, la duration. La duration,
ça se rapporte un peu à la maturité des obligations. La duration, c'est la durée de vie au bout de laquelle une variation du taux d'intérêt n'a pas d'impact sur la valeur de l'obligation. En gros, plus j'investis sur des maturités longues, plus j'ai de chances d'avoir un risque de taux. Puisque plus la durée est longue, plus j'ai de chances que les taux augmentent. En revanche, sur une période d'1 an, 2 ans, il y aura beaucoup moins de chances que les taux augmentent très fortement. Donc avoir des durations courtes, aujourd'hui j'en parlerai, ça a vraiment du sens. L'autre risque, je vous parlais, c'est le risque de crédit. C'est le risque qu'une société fasse défaut, fasse faillite ou ne vous rembourse pas une partie de la somme qui était attendue ou ne paye pas ses coupons. Pour aider les sociétés, les investisseurs à évaluer ce risque de crédit, il existe des agences de notation, on va la voir juste ensuite. Mais le risque de crédit, il peut être diminué notamment avec les durations courtes. Investir sur des obligations qui ont une maturité très faible. Pourquoi? Par exemple, une société comme Vallourec. Vallourec, ça fait l'actualité depuis quelques mois. Vallourec a 9 ans, 10 ans, mais j'en sais strictement rien de ce qui va se passer. J'ai beau analyser les comptes des sociétés, rencontrer le management, ça va tellement vite aujourd'hui que j'en sais rien du tout. Donc, si ça se trouve dans 9 ans, Vallourec, ça n'existera plus, ça aura fait défaut. C'est pour ça que les maturités longues, aujourd'hui, nous, ça nous intéresse assez peu. En revanche, à 2 ans, 3 ans, si je rencontre le management de Vallourec, s'il me fait part de sa politique de gouvernance, si j'analyse les comptes, le bilan de la société, avec mes modèles, je peux avoir de fortes convictions et me dire, tiens, Vallourec, vu le cash qu'ils ont, il y a de fortes chances qu'ils me remboursent. Ils ont une obligation qui arrive à échéance cet été, elle a été très attaquée, le prix a fortement diminué. Pourtant, chez Vallourec, il y a 2 milliards de trésors et le montant de dette à rembourser, c'est 400 millions. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi ça s'est excité sur Vallourec, mais tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des opportunités et qu'on les a saisies. Donc voilà, c'est un peu la manière de travailler aujourd'hui, mais j'y reviendrai également. Donc la duration courte, aujourd'hui, ça vous permet de minimiser le risque de crédit. Ce risque de crédit, les agences de notation, elles vous aident également à l'évaluer. Vous les connaissez, les plus connus, peut-être de nom, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, c'est les 3 plus connus. Il en existe des dizaines d'autres. Ce sont des structures qui sont 100% indépendantes, qui évaluent en fait la santé financière des entreprises et vous donnent une note de crédit en évaluant le risque de défaut, de faillite, de non-remboursement. Je parlais de l'État allemand tout à l'heure. L'État allemand, il est noté AAA. Parce que le risque de faillite de l'État allemand, il est quasiment nul. Une société comme Moody's, comme Standard & Poor's, ça évalue 123 pays aujourd'hui, 6000 entreprises. Et elle donne cette Standard & Poor's, donc pour ceux qui sont au fond, j'ai mis les notations des 3 agences de notation. À gauche, c'est Moody's, Standard & Poor's au milieu et Fitch à droite. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 2 grandes classes. En vert, les entreprises les mieux notées. En rouge, les entreprises moins bien notées. Qu'est-ce qui va les différencier? C'est leur risque de crédit, bien évidemment. Les mieux notées, donc AAA tout en haut pour Standard & Poor's, puisqu'elles ont chacun leur système de notation. Vous allez retrouver l'Allemagne. Il y a marqué Investment Grade pour toute cette zone en vert. Investment Grade, donc c'est la catégorie investissement. Quand vous prêtez de l'argent à ces sociétés-là, en général, la prime de risque qu'elles vont vous offrir en échange, elle va être relativement faible, puisque les chances qu'elles vous remboursent sont très élevées. En revanche, pour la catégorie spéculative, en dessous, le haut rendement, en anglais le high yield, la prime de risque va être beaucoup plus élevée. Mais vous avez plus de chances sur une société qui est notée CCC que la société fasse défaut ou ne vous paye pas les coupons ou la totalité de l'investissement que vous avez fait. Donc, à vous d'évaluer le risque en fonction de la performance que ça vous promet. Et c'est là vraiment tout le cœur de notre travail chez Keren. Les agences de notation, je
Je voulais dire une dernière chose, mais ça m'a échappé, c'est pas grave. Donc voilà, donc les agences de notation vous donnent une notation pour aider les investisseurs à bien évaluer le risque de crédit. L'obligataire, pour revenir vraiment au cœur du sujet, l'obligataire, le marché obligataire, les performances, elles n'ont pas si mal marché quand même depuis 10 ans. C'est certain. Et ces performances, elles ont notamment été bien aidées par les politiques des banques centrales européennes ces dernières années. Après les crises de 2008 et 2011, les banques centrales, alors ça marche pour la Fed, ça marche surtout pour la Banque centrale européenne, on va surtout se focaliser sur la zone euro. Un, parce que chez Keren, on est focalisé sur la zone euro, et deux, parce que ça nous concerne un petit peu plus que ce qui se passe chez nos copains américains. Donc, après les crises de 2008 et 2011, on avait une inflation qui était vraiment devenue très très faible, il y avait des problèmes de déflation à l'horizon, il y avait des problèmes d'emprunt sur le système interbancaire, des problèmes de liquidité. Du coup, la Banque centrale européenne a fait un quantitative easing, un peu comme ses copains américains, en injectant des liquidités. Elle a injecté depuis mars 2015 2600 milliards d'euros dans l'économie. Au début, c'était des injections de 60 milliards, puis 80 milliards, on est revenu à 60, puis 30, puis 15. C'était des injections de manière mensuelle. Ça s'est terminé fin 2018. Quand je dis injecter, ça veut dire qu'elles achetaient sur le marché obligataire des obligations investment grade, des obligations d'État. Le but de ces injections de liquidité, ça a été de redonner de la liquidité au système interbancaire et c'est aussi d'avoir des taux bas. Les taux, ils ont été extrêmement bas depuis plusieurs années. Les taux courts aujourd'hui en zone euro, c'est 0%. Les taux de refinancement, c'est moins 0,40. En gros, quand vous avez dans un portefeuille financier du cash, ça coûte 0,40 de frais. Pour conserver son cash, il faut payer aujourd'hui. Ça incite à l'investissement. Le but de ces injections, qu'est-ce que c'était? C'était de relancer l'emprunt pour ensuite relancer la consommation et donc l'investissement afin de relancer la croissance et comme objectif aussi de relancer l'inflation. Alors la croissance a été relancée, l'inflation elle est toujours très très molle en zone euro, l'objectif n'a pas été atteint. Donc les taux sont extrêmement bas et comment ça s'est, pour nous investisseurs obligataires, comment ça s'est transcrit sur le marché obligataire, le marché de l'emprunt privé, des obligations d'entreprises privées européennes. Vous avez eu une compression de la prime de risque. Pourquoi? Parce que avec ces injections de liquidité, la prime de risque sur l'investment grade, elle a diminué de plus en plus. Du coup, les investisseurs qui cherchaient du rendement via l'obligataire, ils se sont reportés sur des classes d'actifs qui rémunéraient beaucoup mieux. Donc des actifs beaucoup plus risqués, notamment les obligations de haut rendement, qui proposent un rendement actuariel plus intéressant. Deuxième conséquence, les taux de défaut des entreprises, avec cette baisse des taux ces dernières années, ils ont fortement diminué. Les entreprises dites spéculatives du haut rendement, elles ont eu un taux de défaut, aujourd'hui qui est inférieur à 3%. Comme elles peuvent emprunter à des taux extrêmement bas, elles peuvent faire face à leurs investissements et du coup, elles n'hésitent pas à emprunter sur le marché. Conséquence de tout ça, vous avez des taux réels aujourd'hui qui sont négatifs. Qu'est-ce que c'est les taux réels? C'est les taux qui sont corrigés des anticipations d'inflation. L'OAT 10 ans, alors c'est au 21 mars ce graphe, c'est un peu flou en plus, mais pour ceux qui sont au fond, ici vous avez l'inflation, elle est d'environ 1% en France à aujourd'hui. L'inflation core, ce qu'on appelle l'inflation core. Ici, c'est le niveau de l'OAT 10 ans en France. C'est à 0,40 à vendredi dernier. Quand vous retranchez les anticipations d'inflation à l'OAT, vous avez donc des taux réels qui sont négatifs. Et les taux réels, en fait, c'est les taux sur lesquels se basent les économistes et les investisseurs. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on a des taux qui sont extrêmement bas pour soutenir l'économie. L'idée, c'est un resserrement monétaire dans les prochaines années, un peu comme l'ont commencé les États-Unis il n'y a pas longtemps. Seulement le problème, c'est que l'actualité aujourd'hui fait que le resserrement monétaire n'a pas encore lieu.
Quand vous regardez aujourd'hui à combien est le 10 ans allemand, le 10 ans allemand, c'est le gris clair. Le 10 ans sur 10 ans, si vous achetez de l'emprunt allemand, ça vous rémunère 0,06. Pas hyper intéressant. Vous retranchez l'inflation, évidemment, c'est du négatif. Le 10 ans français, on l'a dit, donc ça fait du moins 0,6 à peu près. L'espagnol, sans l'inflation, c'est du 2,49 et le 10 ans américain, pour que vous puissiez comparer, à vendredi dernier, c'était du 2,64. Donc on est bien au-dessus. Les États-Unis, ils ont remonté leur taux depuis quelques temps. Pourquoi ils ont remonté leur taux? Parce que leur économie le permettait. Ils avaient un taux de chômage extrêmement faible. On a 3,9% de taux de chômage aux États-Unis aujourd'hui. Ils avaient une politique, une économie vigoureuse qui était portée par le cadeau fiscal fait par Trump l'année dernière aux entreprises. Du coup, pour ne pas avoir la surchauffe de l'économie, ils ont remonté leur taux, ce qui leur donne aujourd'hui, en cas d'accident sur les marchés, en cas de forte baisse sur les marchés, une possibilité d'abaisser leur taux et ça leur donne de la flexibilité. Aujourd'hui, en zone euro, on est toujours sur des taux extrêmement courts et ils ne sont pas prêts d'augmenter. Mario Draghi l'a dit au mois de février, le discours était que d'ici 2020, il ne toucherait pas au taux court. Il n'augmenterait pas les taux. On attendait au début une augmentation, un relèvement des taux sur le marché obligataire européen à l'été 2019. Il aura lieu au minimum début 2020. Pourquoi on attend? Quand vous regardez aujourd'hui le ralentissement économique sur la zone euro, une contraction de l'activité, j'insiste bien dessus, on n'est pas sur une récession, c'est important. Mais cette contraction de l'activité, avec le conflit commercial sino-américain bien évidemment, qui fait la une de l'actualité tous les jours, depuis maintenant 1 an à peu près, vous avez la montée du populisme, vous avez la montée de l'euroscepticisme. Donc à côté de ça, vous avez une géopolitique, une macroéconomie qui est très négative et vous avez un taux d'inflation qui est inférieur aux objectifs de la BCE pour remonter ces taux. L'objectif, c'est 2%. On est à 1% aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de remonter leur taux aujourd'hui. Pourquoi l'inflation ne remonte pas alors que c'était le but des injections de liquidités? Le taux de chômage, pourtant, il est extrêmement faible. On a 8,8 en France. En Allemagne, c'est 3,5%. On est proche du taux de chômage structurel. Donc, pourquoi il n'y a pas de pression sur les salaires? La mondialisation, la digitalisation, ça a entraîné des écarts sur les prix de revient qui ont toujours poussé les prix à la baisse. Et donc, il n'y a pas eu de répercussions sur les salaires. Alors, petit bémol, il y a eu des répercussions sur les salaires des cadres, mais sur les salaires des classes moyennes, zéro. Ça peut expliquer la montée du populisme, les gilets jaunes, je vous laisse en conclure ce que vous voulez, mais c'est des possibles sources de mécontentement aujourd'hui au niveau politique en Europe. Donc, les taux ne vont pas remonter tout de suite, mais d'ici 3 ans, 4 ans, bien évidemment, ces taux auront remonté de façon progressive, on l'espère et c'est ce qu'on attend. Pourquoi de façon progressive? Parce que la Fed, lors de sa remontée de taux en 2013, elle avait été très maladroite. Ça va entraîner une grosse panique sur les marchés boursiers, tout avait flanchi. Et du coup, on n'a pas envie de rééditer ça. Donc aujourd'hui, dans le discours des banques centrales, tout est très mesuré, tout est pris ils prennent tout avec des pincettes. Donc on n'aura pas ce scénario a priori. Mais la remontée des taux, nous on y fait attention. Je vous parlais de sensibilité tout à l'heure sur les marchés, c'est très important. Ces taux extrêmement bas, pourquoi je vous embête un petit peu avec ça? Parce que c'est extrêmement important pour nous qui travaillons sur les obligations d'entreprises privées européennes. On ne travaille pas sur les obligations d'État, nous, chez Keren. On fait que des obligations d'entreprises privées. Quand vous avez des taux qui sont extrêmement courts, des taux courts qui sont extrêmement bas, en fait, sur le marché primaire, je vous ai dit que le niveau des coupons lors des émissions était fonction du taux sans risque. Si les taux courts sont extrêmement bas, sur le marché primaire, lors des émissions, vous allez avoir des émissions avec des coupons qui vont très peu rapporter pour les sociétés dites investment grade. Donc, ce n'est pas très intéressant pour nous, en point de vue investissement. Quand vous regardez
Alors, l'investment grade, il est en rose. À 5 ans, l'investment grade, ça vous rémunère entre 0 et 1%. L'obligation, l'OAT, à 5 ans, c'est entre 0 et moins 1. En revanche, le haut rendement, bon, on est revenu sur des taux qui sont devenus intéressants, sur des taux quasiment de 2016, ça vous rémunère entre 4 et 5%. Donc l'obligataire, c'est une source de performance, mais il faut savoir être bien positionné. Et quand on voit l'année dernière, c'était même il y a 1 an et demi, pour être plus exact, je prends l'exemple de 2 sociétés qui ont émis. Valeo, ça a émis à 1,32 à 7 ans. C'est-à-dire que vous touchez un coupon de 1,32 chaque année sur 7 années. Juste comme ça, en parallèle, l'action Valeo, alors ça n'a pas de rapport, mais ça vous laisse imaginer un petit peu, l'action Valeo, c'est moins 59 en 2018. Est-ce que la personne qui a souscrit à l'obligation Valeo lors de son émission en 2017, elle a été rémunérée pour le risque qu'elle courait? Aujourd'hui, il y a des émissions qui sont proposées qui ne vous rémunèrent pas pour le risque que vous courez. Donc, il faut être très sélectif avec ces taux qui sont bas. Et sur l'investment grade, nous, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas rémunéré pour le risque. Plastic Omnium, c'est un autre exemple. Ça a payé 1,32 à 7 ans. Alors que Valeo, c'était 1,37. Ou l'inverse, je ne sais jamais. Mais c'est la même chose. Donc, l'investment grade nous intéresse très très peu aujourd'hui. Il y a quelques opportunités, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, vous ne le voyez pas en haut, mais attendez, je vais peut-être vous arranger ça. Toujours pas. Il faut être bien positionné quand on investit sur le marché obligataire. À gauche, c'est les obligations souveraines. Chez Keren, c'est simple, on n'en fait pas, mais de toute façon, ça ne nous intéresse pas parce que ça ne rémunère pas du tout. Ensuite, vous avez les obligations corporate, donc les emprunts privés, les obligations privées. Il faut être sélectif, vous l'avez compris, les obligations les mieux notées, donc investment grade, elles ne rapportent quasiment rien aujourd'hui. En revanche, sur le haut rendement, il faut savoir être sélectif et aller chercher du rendement sur cette classe d'actifs. Je n'ai pas parlé des obligations financières, on en fait un petit peu chez Keren. Je me suis dit que j'étais déjà assez lourd comme ça sur le lexique, le champ lexical de l'obligataire. Je vous passe les obligations Legacy, Tier 1, Tier 2. C'est déjà bien pour aujourd'hui ce qu'on a fait. Les subordonnés, vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors les subordonnés, en fait, c'est les obligations qui vont rémunérer plus que les obligations typiques à taux fixe qui sont non subordonnées. Pourquoi elles rémunèrent un petit peu plus? Parce qu'elles sont remboursées ensuite, après les obligations non subordonnées. Il y a un ordre de subordination. Donc voilà, ça c'était juste pour votre information. Venons-en au sujet Keren Corporate, pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Keren Corporate, donc c'est un fonds qui a fêté ses 10 ans. C'est un fonds qui investit sur les obligations d'entreprises privées européennes. C'est un fonds sur lequel est investi le cabinet Prudentia. Je pense que grâce à ça, vous avez eu un petit peu de performance ces dernières années dans vos portefeuilles. Ce fonds-là, sur les 3 dernières années, à fin février, c'est 4,68 de performance annualisée. Sur les 10 dernières années, c'est une performance annualisée de 6,58%. Avec une volatilité relativement faible, 2,5% à 3 ans, 2,99% à 10 ans. En fait, ce fonds, il va investir uniquement sur les obligations d'entreprises privées. Il n'y a pas d'action. On va investir, même si là il y a marqué 0 à 10% d'actions, c'est parce qu'on a un moteur, on peut investir sur les convertibles. On a un moteur qui peut aller de 0 à 35%. Donc si l'obligation convertible, on décide de la convertir, on se permet d'avoir ce moteur action. Mais sinon, vous n'en verrez jamais. Et aujourd'hui, les convertibles, il y en a tellement peu en portefeuille que ce n'est même pas un sujet. Aujourd'hui, on est investi donc, sur les obligations à taux fixe et taux variable majoritairement. Notre univers de jeu chez Keren, c'est donc les obligations non notées, l'investment grade et le haut rendement. Avec ce que je vous ai dit, vous allez vite comprendre pourquoi, sur quoi et sur quelle partie on investit. On est investi aujourd'hui à 80% sur du haut rendement. L'investment grade ne rapportant rien du tout. Et là, vous allez retrouver tous les mots que je vous ai cités tout à l'heure. La duration. Donc, on achète des papiers courts pour minimiser le risque de crédit et pour minimiser le risque de taux. Même si le risque de taux en zone euro, avec ce que je vous ai dit, avant que les taux remontent en zone euro, on a un petit peu de temps devant nous. Donc,
une duration courte, ça a du sens. 2,15 années, une sensibilité faible. Si mes taux augmentent de 1% aujourd'hui, mon fonds il baissera de 2%. Sachez que quand les taux augmentent de la part de la Banque Centrale Européenne, en général, c'est par tranche de 0,25. Donc vous affolez pas. Avec 2,07 de sensibilité, on est plutôt bien. La diversification du portefeuille, 116 lignes. Alors très diversifié, pourquoi? Parce que comme on a très peu de cash dans le fond, vous voyez, il y a 2% de cash, bah, ça nous permet d'avoir des obligations qui arrivent à échéance régulièrement. Je vous ai dit tout à l'heure que le cash dans les portefeuilles, ça coûtait 0,40. Donc on va éviter de payer les 0,40. On préfère avoir les obligations qui arrivent tout le temps à échéance et réutiliser le cash qui arrive au fur et à mesure. Donc avec ce roulement de tambour, ça va être hyper intéressant. On est très diversifié, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des convictions qui sont très marquées. Et c'est pour ça que notre fonds figure parmi les meilleurs dans sa catégorie, parce que des convictions marquées qui représentent 5% du portefeuille, 6% voire 7% du portefeuille, ça ne nous dérange absolument pas. Un Rallye Casino, un Vallourec, un CMA-CGM, c'est les exemples, ça fait partie des 5-6 premières lignes de Keren Corporate aujourd'hui. C'est les convictions qu'on a depuis très longtemps. Alors ça peut être chahuté de temps en temps, j'en parlerai juste après, mais nous sur le long terme, on va sûrement gagner de l'argent avec nos convictions. Attention, quand je dis 6-7%, c'est 6-7% sur un émetteur. Un émetteur, il peut émettre plusieurs obligations. Une obligation à échéance 2019, une obligation à échéance 2020-2021. Bien évidemment, on investira les pondérations les plus importantes sur les échéances les plus courtes. Par exemple, sur Rallye Casino, on a eu une obligation qui est arrivée à échéance ce lundi. C'était la plus grosse ligne casino de notre portefeuille, 2,5%. La Rallye 2021 qu'on a en portefeuille, elle représente 0,40. Donc, plus on va loin en échéance, plus la pondération est faible. Mais la chose la plus importante dans le portefeuille et qui fait la différence, c'est le taux de rendement actuariel, qui est de 5,14. Alors je vous le répète parce que c'est un peu barbare, le taux de rendement actuariel, c'est le taux qui permet d'égaliser la valeur de votre fonds obligataire avec la somme des flux futurs perçus. Donc tous les coupons perçus plus les valeurs de remboursement. Donc en gros, aujourd'hui, c'est 5,14, alors c'est brut de frais, je le précise, c'est obtenu par le haut rendement, parce qu'on est exposé à 80%, et aussi grâce aux convictions qui sont marquées. Et les convictions marquées, vous ne le voyez pas, mais là, je voulais parler de Rallye Casino. Rallye Casino, ça a défrayé la chronique depuis 6 mois. Rallye Casino, c'est une société, alors vous connaissez toutes ces marques. Rallye, c'est le holding de Casino. Donc Casino, vous avez beaucoup de marques, et dans le holding, donc dans Rallye, vous avez Casino, vous avez le groupe Gosport et de multiples marques. C'est un modèle qui est fait sur de la dette. Vous avez la dette financière de 2,7 milliards, donc c'est les crédits bancaires, et à côté de ça, vous avez l'appel au marché qui a été fait, 5,7 milliards de dettes obligataires. Rallye Casino, alors le holding et la société Casino ont été la cible d'attaques spéculatives. Je m'explique. Pour vous parler de Rallye, je vais vous parler de Casino et de l'action Casino. Alors c'est bizarre, je vous parle d'obligataire et là je vous parle d'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que Rallye, pour rembourser sa dette, elle va s'appuyer sur le dividende que va verser Casino à ses actionnaires. Donc vous allez remonter le dividende de Casino vers la holding. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de l'action Casino et de son cours qui a beaucoup évolué l'année dernière. Casino, c'était un titre qui a été très attaqué par les fonds spéculatifs depuis maintenant 4 ans. Première fois, 2015, Moody Waters. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un fonds activiste, un fonds spéculatif. C'est les fonds, je ne sais plus comment s'appelle cette série sur Canal+. Enfin, c'est typiquement, c'est les clichés de la finance. C'est attaquer des valeurs pour les faire chuter. On parle de short, dans ces cas-là, vous pariez à la baisse sur des titres. Casino, ça a été la valeur la plus shortée en France cette année, en 2018. La deuxième, c'était Vallourec. C'était la deuxième valeur la plus shortée en 2018 sur le niveau européen. En 2015, donc ça avait déjà commencé. Moody Waters avait jugé à l'époque que Casino avait manqué de transparence au niveau de sa communication et était beaucoup trop endetté.
Ils ont communiqué là-dessus, le marché les a beaucoup écoutés, chute du cours, ça a fait gagner beaucoup d'argent à Moody Waters puisqu'ils avaient shorté le titre Casino à l'époque. L'année dernière, vous avez Moody Waters qui réédite. Il publie un tweet le 31 août 2018. Ils publient un tweet et ils disent qu'il y a une filiale de Casino qui n'a pas déposé ses comptes. Le marché s'affole, le cours de l'action perd 17%, on tombe à 25 €. La valeur, pourtant, n'est pas shortée par Moody Waters à ce moment-là. Mais comme Moody Waters a fait part de cette actualité, c'est devenu une très belle cible pour les fonds spéculatifs, des JP Morgan, des Goldman Sachs, etc. Ils ont tous attaqué la valeur. Il faut dire que depuis le mois de mai, il y avait quand même quelques doutes sur la société Casino. Pourquoi ? Parce que la société était très endettée, on ne voyait pas d'amélioration sur l'endettement et surtout les flux de trésorerie n'étaient pas très importants. Du coup, il y a eu un choix de la direction. Jean-Charles Naouri, le président, et son directeur général Franck Attab, c'est les gens qu'on connaît très très bien chez Keren, avec qui mon président déjeune régulièrement et il rencontre quasiment tous les mois. Jean-Charles Naouri décide de commencer un plan de cession d'1,5 milliard d'euros d'actifs. Il va se séparer des actifs non stratégiques. Donc ça, pour les porteurs d'obliges, nous des actions on n'en a pas, mais pour les porteurs d'obliges, ça veut dire qu'ils vont se désendetter. Donc c'est un signal qui est envoyé au marché, qui est excellent. Du coup, les obligations vont remonter. Donc ce plan de cession, il a horizon 1 an quand ils le lancent. Ils ont finalisé leur plan de cession fin 2018. Ils sont allés beaucoup plus vite que prévu. Ils ont vendu des supermarchés géants, ils ont vendu des supermarchés Leclerc et des murs de magasins qui ne leur servaient plus à rien. Du coup, les obligations sont bien remontées. À côté de ça, suite au tweet négatif, pourquoi on a eu cette remontée très importante ? Parce que les banques, elles ont apporté un crédit de 500 millions à Rallye sans être nanti sur les actions Rallye et Casino. Du coup, les obligations, alors ce crédit, il est à horizon 2020, ce qui veut dire que les obligations 2018, 2019 et 2020 qu'on avait en portefeuille chez Keren, elles sont toutes remontées très fortes, puisqu'il y avait beaucoup moins de doutes sur le remboursement des obligations. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que les convictions qu'on avait sur Rallye Casino, parce que vous avez un nouveau directeur financier, parce que vous avez une direction qui est vraiment très très douée à la tête de cette société, parce que vous avez eu des opportunités sur le marché obligataire, parce que évidemment, à ce moment-là, quand Moody Waters publie ce tweet, les actions baissent, mais les obliges baissent très fortement. Qu'est-ce qu'on fait nous dans ce moment-là chez Keren, gérant de conviction ? On achète des papiers qui sont complètement décotés. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir des performances très intéressantes à l'avenir, en portant l'obligation au moins jusqu'à l'échéance, ou alors pourquoi pas faire une plus-value si tout va bien. Donc, si je reprends l'année 2018, on avait fait moins 4,17 de performance sur notre fonds Keren Corporate. La performance, en gros, c'est la ligne violette. Donc on avait commencé à 0, et puis pendant toute l'année, ça n'avait quasiment rien fait jusqu'au mois de mai. La performance donc, est à gauche. Voilà, on arrive à moins 4, ça a même descendu jusqu'à moins 4,8 ici, à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est que quand c'est chahuté, par exemple sur un Rallye Casino, je vous l'ai mis, les mots c'était chahuté sur Rallye Casino, ça baisse très fortement. Qu'est-ce qui se passe ? Le rendement actuariel de notre fonds, il va augmenter. On était passé de 3,84 à 4,48. Rallye Casino est très chahuté à ce moment-là, on passe de 4,33 à 5,9. Que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça, exactement. De même, là, ici, la performance, elle est remontée, le rendement actuariel a un petit peu diminué. Donc en fait, quand on investit sur l'obligataire, il faut être patient et être fidèle à ses convictions. Ça peut bouger
à certains moments, il ne faut pas s'affoler. Il faut se dire, bah voilà, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on va faire chez Keren? C'est chahuté, c'est pas grave. Soit on saisit des opportunités parce qu'on a vraiment une conviction bien forte, bien intime sur une société. Et dans ces cas, on peut même se permettre donc d'en rajouter. Soit on se dit, bah, on va porter jusqu'à l'échéance en étant sûr d'être remboursé. Si on sent que ça ne sent pas très bon, évidemment, on va avoir une gestion active et on va transformer notre moins-value en perte. Ça peut nous arriver, ça n'a pas été trop le cas ces dernières années, mais il faut quand même l'avoir en tête. Investir sur l'obligataire, il y a quand même du risque derrière, hein. On n'est pas sur du fonds euro, il y a un risque financier derrière, même si la volatilité est extrêmement basse. Un dernier point que j'aurais peut-être oublié de vous dire, c'est sur la liquidité. Vous voyez qu'on investit 75%, 74%, donc 3/4 du portefeuille sont investis sur des souches obligataires, donc sur des émissions très importantes qui sont supérieures à 500 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ça offre plus de liquidité et donc plus de facilité d'échange, de vente ou d'achat sur certains titres. Donc on travaille beaucoup sur la liquidité également. Les performances, bah vous les voyez sur le long terme. Je vous disais tout à l'heure 6,64 sur 10 ans. Il faut être patient. L'année dernière, donc on a fait moins 4,17. Ou je vous dis moins 4,8, je me suis planté, c'est moins 4,17. Cette année, depuis le début de l'année, on est déjà à plus 4,8. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, il y a eu des exagérations qui ont été corrigées par les publications des résultats des entreprises. Valourec a publié en début d'année de très bons résultats. Alors pour la partie action, c'était moyen. Pour la partie obligataire, c'était excellent. Les obliques sont toutes remontées. Rallye Casino, ça a publié hier. Ils ont publié d'excellents résultats. Et en plus, je vous ai parlé d'un plan de cession d'1,5 milliard tout à l'heure. Ils ont dit qu'ils allaient céder 1 milliard de plus jusqu'à l'année prochaine. Donc nos obligations rallye, elles sont encore remontées. C'est pour ça que notre fonds, aujourd'hui, il est quand même bien remonté. Et la personne qui est rentrée, malgré l'année compliquée l'année dernière, l'année 2018 sur les marchés financiers, la personne qui est rentrée le 1er janvier, aujourd'hui, elle a une performance qui est positive. Donc il faut être patient, faire confiance à ses convictions et vous pourrez sûrement tirer de la performance de l'obligataire. Je terminerai par deux choses. La première, ça c'est les performances à fin décembre. Donc ça ne prend pas le bon début d'année, donc évidemment c'est bien meilleur. Mais pour la personne qui est rentrée en 2009 sur notre fonds, en annualisé, à fin décembre, elle faisait 6,06. La personne qui est rentrée avec la baisse des marchés l'année dernière, qui est rentrée en 2011, avec deux crises, donc la crise de 2011 et la crise de 2018, elle a quand même fait 4,72 en annualisé. Le long terme, la période d'investissement, c'est très important. Même si ce fonds, on vous dira toujours la période d'investissement recommandée, elle est de 3 ans pour les fonds obligataires. Plus vous attendez, plus vous laissez de temps aux gérants, à l'équipe de gestion pour exprimer leur talent et au marché obligataire. Parce que la personne qui est rentrée l'année dernière, évidemment, elle est dégoûtée de l'obligataire parce que ça la fait perdre directement. Pareil pour ceux qui sont rentrés sur le marché action l'année dernière. Ils commencent direct avec un portefeuille qui est négatif, ça ne donne pas envie. Vous restez sur les marchés actions, sur les marchés obligataires pendant longtemps, vous allez récupérer la baisse dans les années à venir. J'espère. Et un dernier point, la poche obligataire, c'est un bloc de diversification. C'est bien dans vos portefeuilles, il ne faut pas avoir que ça, c'est comme les actions. Parce que quand vous comparez, alors vous ne voyez rien du tout au fond, mais je vais vous expliquer en gros ce que c'est. C'est les classes d'actifs à l'international, les actions. Alors on a les actions, le high yield américain, le cash européen, les actions américaines, les actions européennes, les small cap. Bref, vous avez toutes les classes d'actifs sur toutes les zones géographiques. En fait, ce graphe-là, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre que tout ce que vous… En haut, c'est les années. Donc, depuis… Mais moi, à côté, je vois pas, de près, je ne vois pas. Depuis 2002, c'est jamais les mêmes classes d'actifs qui performent le plus. Les classes d'actifs qui performent le plus, c'est celles qui sont tout en haut. Vous voyez, en jaune tout en haut, c'est les large cap asiatiques en 2017. Regardez où elles étaient en 2015. La diversification, c'est hyper important. Donc avoir de l'obligataire, c'est bien dans un portefeuille, mais il ne faut pas avoir que ça. Avoir de l'action, avoir des émergents,
avoir des fonds de performance absolue, diversifier un maximum sur toutes les zones géographiques, sur toutes les classes d'actifs, c'est hyper important. C'est comme ça que vous allez avoir des bonnes performances sur le long terme. Et c'est le travail que fait très bien votre cabinet Prudentia. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Il y a peut-être des questions, le tour du sujet, peut-être des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ne dorment pas? Vous achetez uniquement sur le marché secondaire, les obligations? Non, pas du tout. On achète sur le marché primaire. On aimerait bien en acheter plus sur le marché primaire, seulement sur le marché primaire. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des émissions qui ne nous intéressent pas. La plupart. Depuis 2 ans et demi, on a participé à une seule émission, c'est PAPREC. C'était pas hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les taux qui sont proposés ne nous intéressent pas. Donc nous, quand ça ne nous intéresse pas, quand on n'est pas rémunéré pour le risque, on préfère ne pas y aller. On préfère ne pas y aller, quitte à avoir un rendement actuariel dans notre fonds qui va être inférieur. Mais nous, on préfère être à l'aise avec notre portefeuille plutôt que d'aller sur des maturités plus longues pour vous proposer un rendement actuariel intéressant ou aller sur des notations trop spéculatives pour vous dire, voilà, la performance que vous avez l'année dernière, on va vous refaire la même. Non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est être à l'aise avec notre portefeuille, quitte à avoir un peu moins de performance dans les prochaines années. Voilà. Et la présence d'une obligation dans votre portefeuille est d'une moyenne, la durée, c'est une moyenne de 2 ans, 2 ans et demi? Alors, la duration, c'est 2 ans, mais la maturité, ça va être 3 ans, 3 ans et demi. Voilà. Je voyais que vous compariez le fonds Bloomberg 3 ans à 5 ans. L'indice de référence pour votre... Oui. C'est Bloomberg. Oui, tout à fait, exactement. C'est 3 à 5 ans. Exactement. Donc, c'est pour ça. Voilà. Tout à fait. Si vous comparez les performances actions et obligations sur le long terme, oui. Votre diagnostic, c'est quoi? Vous gagnez plus avec les actions, c'est plus risqué, vous avez plus de risques. Oui, non, mais sur le long terme. Bien sûr. Non, vous gagnez plus. Après, il faut voir ce que vous appelez long terme. Parce qu'il y en a qui appellent long terme 3 ans, 5 ans. 15 ans. Sur 15 ans, c'est les actions. Mais là, il faut quand même avoir en tête que les performances du marché obligataire, elles ont été extrêmement bonnes, surtout sur la période on va aller dire 2015-2017, parce que vous avez les politiques accommodantes qui vous ont bien aidé et qui ont donc gonflé les performances, qui ont contribué à gonfler les performances des fonds obligataires. Oui, mais c'est que 2 ans, donc je parle sur... Je parle pour la zone euro, après voilà pour les États-Unis, mais sur le long terme, évidemment les actions, ça rapporte plus. Donc celui qui a des perspectives long terme, il vaut mieux qu'il investisse... Tout à fait. Voilà, exactement. Et votre message, en fait, c'est donc de dire intéressez-vous à la gestion obligataire, mettez de l'argent dans des fonds obligataires corporate purs, ou en tout cas, soit des fonds euro-État, soit des fonds non-État. J'ai un peu de mal à voir où vous voulez en venir, en fait. Alors aujourd'hui, sur le marché obligataire, moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, les sources de performance, et il ne faut pas aller sur n'importe quoi. Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché des obligations d'État qui ne rémunèrent pas du tout. Aujourd'hui, vous avez des fonds qui sont investis sur les obligations de l'État. Ça n'a aucun intérêt. Les obligations d'État, le 10 ans allemand qui vous rémunère 0,06, si vous mettez ça dans des portefeuilles, vous n'allez pas aller très très loin. C'est de la sécurité. C'est pas de la sécurité parce que les taux réels, quand vous prenez en compte l'inflation, vous êtes négatif. Donc vous êtes sur des taux négatifs et du coup vous perdez de l'argent. Donc autant aller sur du livret A, je vous le conseille. Mais si vous voulez prendre un petit peu de risque et gagner de l'argent via l'obligataire, aujourd'hui, ça va être principalement via le haut rendement. Il n'y a pas beaucoup de marchés, il faut être très sélectif sur le marché obligataire. Et c'est le travail justement de votre cabinet en gestion de patrimoine, de Prudentia, de sélectionner les bons fonds pour aller vous chercher de la performance. Parce qu'aujourd'hui sur le marché obligataire, vous avez, je ne vais pas vous dire tout et n'importe quoi, mais vous trouvez tout ce que vous voulez. Et vous avez des fonds de trésor qui vont être extrêmement prudents, qui vont être destinés à des institutionnels. Vous avez des fonds qui vont être destinés plutôt à une clientèle retail. Vous avez, voilà. Donc aujourd'hui, sur les obligations, sur les emprunts privés, vous avez de la performance à aller chercher. Mais sur le haut rendement. Aujourd'hui, sur les obligations d'État, sur les sociétés qui sont bien notées, ça a peu d'intérêt. C'était ça mon message. Merci. Je vous en prie. Du coup, C'est bon, ouais. merci beaucoup pour votre écoute.